Monsieur Jean, bonjour, et qui est délégué général. Bonjour. On est dans un beau lieu. Voilà. Alors, monsieur le député, merci de vous être dérangé. Vous êtes, oui, dans un beau lieu. Vous êtes dans les murs d'Ingénieurs et Scientifiques de France, et je vous le disais dans l'ascenseur, un endroit prestigieux, avec un président prestigieux dans le passé, 170 ans, et Eiffel fut le prédécesseur de l'actuel président qui s'appelle Marc Ventre. Alors, on se voit aujourd'hui dans le cadre du collectif Innovation. Patrice Noailles, qui est à votre droite, en est le fondateur. Forum européen des politiques d'innovation, soutenu par le collectif Innovation, ISF dans les temps membres. On trouve aussi tout ce qu'il y a de compétent dans le domaine, c'est-à-dire les instituts Carnot, France Invest, etc. Tout l'écosystème. Oui, voilà. Exactement ça. Alors, en fait, Patrice avait eu, il y a déjà 2 ans, dans le cadre des élections présidentielles primaires comprises, avait souhaité une initiative, c'est-à-dire de rencontrer les candidats ou leurs représentants. Bon, on l'a fait, ça s'est assez bien passé parce que tous sont venus. Bon. La moisson, et donc il a souhaité qu'on refasse la même initiative dans le cadre des élections européennes. Peut-être plus importante encore dans le domaine d'innovation. Le but étant d'avoir une relation entre ces candidats et leurs représentants et un certain nombre d'experts en innovation dont Patrice est un éminent membre. Donc en fait, la moisson était plus que maigre, et comme je vous ai rencontré à titre privé l'autre jour dans notre manifestation, je vous ai demandé de venir un peu pour représenter La République En Marche. Alors, je rappelle que vous êtes député de La République En Marche du Rhône, Villeurbanne, et surtout que vous fûtes, et vous êtes toujours un chef d'entreprise, vous avez créé une start-up, vous avez créé des tas de choses. Donc, si vous voulez nous dire un petit peu ça, puis après, Patrice va mener les débats techniques sur toutes les questions qui souhaitent vous poser dans le domaine de l'innovation. Et puis, il y a une petite parenthèse un peu originale, c'est qu'il y a Patrice Vidon, qui est vice-président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, qui est en Espagne, et qui, par l'intermédiaire du smartphone, vous posera une question. Voilà. Donc, il y a la technologie. Là, Patrice, vous voulez vous présenter un petit peu votre carrière avant, si vous souhaitez, ce serait peut-être sympa. Oui, je suis député depuis maintenant 2 ans. Bien fêté nos 2 ans. Avant ça, j'ai fait 35 ans d'entreprise, puisque j'ai créé de très nombreuses entreprises dans le monde digital. J'ai commencé par les jeux vidéo, puis l'Internet, puis la robotique. Si j'ai rejoint La République En Marche, c'est ce que je vous avais dit il y a 2 ans quand j'étais venu vous voir, c'est parce que je suis convaincu qu'il y a une inflexion du monde. Cette inflexion, elle a 3 composantes. Elle est la composante, évidemment, de la mondialisation, avec laquelle on ne peut plus raisonner dans une France isolée du reste du monde, même probablement dans une Europe isolée du reste du monde. La deuxième, elle est évidemment numérique, avec les transformations de l'intégralité des chaînes de valeur partout. Je pense qu'on aborde la 3e révolution numérique. Il y a eu la première qui était la copie sur écran de ce qu'on faisait traditionnellement sur papier, ou la copie avec des robots qui étaient des automates de ce qu'on faisait traditionnellement avec de la force à géométrie humaine. C'est les premiers bras robots. Deuxième révolution, c'est la transformation des process par l'intégration des outils numériques, donc des réflexions qui vont que ce soit des process de services industriels où les outils ne nous font plus aborder les résolutions des problèmes de la même manière. Les robots prennent des formes différentes, qui ne sont plus humaines dans leur concept, ce sont des phénomènes de rotation, des bras X-axe, le X étant largement supérieur à ce que peut faire un bras humain. Et on arrive à la 3e, où on va même, avec l'intelligence artificielle, aller déléguer une partie de la prise de décision à des systèmes experts, à des systèmes algorithmiques, qui fait qu'on va vers ce que j'appellerais un ingénieur augmenté, on va vers
une intelligence augmentée, donc soit que IA, moi j'utilise pour ça, plutôt que pour artificiel, c'est-à-dire une combinaison où il y aura une répartition. Je prends l'exemple typique du diagnostic médical. Je pense que si le diagnostic c'est collecter des symptômes et des données et comparer à une banque de données pour en tirer des conclusions, ce qui est le diagnostic médical dans son essence basique, oui, à 20 ans d'ici, le diagnostic médical sera entièrement robotisé. La question après, ça ne sortira pas un ticket de carte bleue en disant vous avez un cancer du foie, vous en avez pour 3 mois, mieux qu'il y ait quelques êtres humains qui fassent l'intermédiation ou qui jugent les cas que la machine aura mal apprécié. Donc ça ne veut absolument pas dire que le diagnostic robotisé, automatisé, exclura le médecin, mais elle va le rentrer dans une fonction différente. Ça, c'est la troisième révolution qui a des conséquences fondamentales sur la société, dans la formation, dans la manière d'aborder le travail demain, et finalement dans la politique, parce que ça entraînera, comme la révolution industrielle l'a fait, cette révolution entraînera des transformations de société majeures. Puis la troisième composante, c'est la composante écologique, on va dire la gestion des ressources, sur laquelle se cache une hydre dont on parle peu, mais qui est essentielle, c'est la problématique de l'énergie, puisque derrière les transformations écologiques, derrière l'écologie au sens compassionnel du terme, il y a le véritable problème de l'énergie. Et qui est la seule. Enfin, quand on voit les courbes, par exemple, de qualité de l'air comparées entre la production d'usines de charbon, le côté brûlage de charbon pour faire de l'énergie, elles sont parallèles. Ce qui veut bien dire que la vraie clé, c'est est-ce que si on trouve des sources d'énergie alternatives en quantité, en volume, en prix intéressantes, on basculera, on aura réglé beaucoup de problèmes écologiques qui aujourd'hui vont un peu dans le mur dans les projections telles qu'on les connaît actuellement. Donc ces trois révolutions, globalisation, numérique et écologique, font qu'on est bien dans une transformation politique. Donc les experts, moi dans ma partie et d'autres dans notre partie, doivent se mettre aussi au service du politique pour faire bouger les choses. Alors justement, qu'est-ce qui, sur ce sujet particulier de la réponse aux grands problèmes économiques et technologiques, quelle est la réponse structurelle, ou le début de réponse structurelle qui a été apporté? D'abord, on a du mal. Pour te dire la vérité, moi je pense qu'on a du mal. On a du mal parce qu'on aborde ces problèmes-là sous un angle électoraliste et politique. On est dans une espèce d'analyse un peu compassionnelle de la situation. C'est ce que je dis souvent, l'écologie, c'est plus un cas de conscience qu'un cas de confiance en la science. J'aimerais mieux que ce soit un cas de confiance, parce que je pense qu'au bout de la route, c'est quand même la science qui va régler les problèmes. Et la complexité est telle que, vous voyez, on avait tout à l'heure un débat en commission des affaires économiques sur l'hydrogène. Est-ce que c'est une source intéressante ou pas, politiquement, à soutenir? C'était ça le sujet. Pas scientifiquement, politiquement. Ouais. Vous avez le grand débat de oui, mais la batterie, finalement, c'est un polluant important. Oui, mais on ne sait pas produire de l'hydrogène en volume et en prix qui ne soient pas décarbonés. Et donc, les arbitrages politiques sont... Qu'est-ce qu'on fait? On choisit de continuer à que ce soit l'économie de marché qui régule l'énergie. Vraie question. Quelqu'un vous rassure, le pétrole et le gaz et les centrales à charbon doivent rester en place, il ne faut pas se poser la question. Est-ce qu'au contraire, on va dans la deep tech, dans les technologies très avancées, type, je dis n'importe quoi, fusion froide, avec des horizons à 30 ans, en disant en attendant, on aura X générations sacrifiées, on verra bien, au risque de perdre d'ailleurs cette dynamique pour des raisons, cette fois-ci, de gilets jaunes de l'énergie sur le coin de la rue, et qui diront on ne va pas accepter d'avoir une terre polluée pendant 30 ans, le temps que les scientifiques veulent bien se donner la peine de trouver, parce que c'est comme ça que c'est perçu. Regardez ce qui se passe autour de l'EPR, par exemple, c'est un vrai sujet. Évidemment que l'EPR, c'est d'une telle complexité que monsieur politique lambda ne comprend pas les retards, ne comprend pas le prix, ne comprend pas ce travail de chercheur, en fait, encore, qui a été un peu survendu, à mon avis. Donc, quand vous dites ça, d'abord, la prise de conscience sur des problèmes complexes qu'on ne résout pas par des coups de phrase, des slogans ou d'idéologie, c'est l'étape 1. C'est la plus dure, en fait. C'est celle dans laquelle on est aujourd'hui. On est prisonnier d'un discours d'opposition qui nous dit il n'y a qu'un faucon,
et la réalité de l'exécution qui dit, ah non, c'est pas il y a qu'un faucon, on n'a pas de solution. Aujourd'hui, nous n'avons pas, on a fixé des objectifs très ambitieux, à 2050, 50% de nucléaire et le reste en énergie renouvelable. Rien que déjà ça, c'est une ambition dingue en termes de projection de ce qu'on connaît. Excluant toute considération idéologique, je veux dire juste sur le plan pratique. Les gens en France ne voudront pas qu'on coupe l'électricité 5 heures par jour, donc il va bien falloir qu'on le gère. Donc ça, c'est un point important. Deuxièmement, il y a beaucoup de lobbies sur la racine du mal. Où est la racine? C'est une vraie question. En gros, où est-ce qu'on met les priorités budgétaires? Et tout le monde va s'évertuer à vous expliquer que le diesel aujourd'hui, c'est une erreur, parce que finalement, ça pollue beaucoup moins qu'avant. Il n'y a pas de raison de changer. Ce qui est vrai. Virgule, la chaîne de diesel, si vous l'alimentez depuis le départ, il faut continuer à faire des exploitations d'hydrocarbures, il faut continuer à faire du cracking, il faut continuer à... etc. Et donc, vous maintenez un système, au lieu de dire, non, je vais aller vers une économie décarbonée. Donc, il y a une volonté politique qui s'est affinée, pour répondre à votre question. Il y a une prise de conscience de la complexité qui est illisible. Illisible, on l'a vu sur la taxe carbone, on l'a vu avec la réaction des Gilets jaunes, c'est illisible pour les gens. On a réussi à peine à en effleurer la surface sur l'alimentation. Les gens commencent à avoir une modification de leurs attitudes de consommation, je ne sais pas, par instinct de survie probablement, je ne sais pas pourquoi. L'instinct de survie n'étant pas quelque chose de considéré dans le confort. Il y a cette notion de confort, les gens le lisent comme un acquis, donc c'est compliqué. Et surtout, ils le lisent comme extérieur à eux. C'est pas mon problème. Quand je paye mes impôts, monsieur, je paye mon électricité, quand j'appuie sur l'interrupteur, ça doit le faire. Donc, difficile psychologiquement d'expliquer. Moi, je pense qu'on pourrait faire, hein, pédagogiquement, on va faire une journée sans nucléaire en France, en équivalent, hein, puis on va voir ce que ça donne. Et les gens vont comprendre que j'allume, je rentre chez moi, j'appuie sur l'interrupteur. Ah, bah oui, on est désolé, mais là, on n'a pas pu alimenter. On est désolé, mais on n'a pas pu. Les machines vont s'arrêter de tourner dans les usines. Un petit peu quand on coupe l'eau froide en bas de chez soi, c'est là qu'on comprend qu'il y a un système d'eau, quoi. Moi, ça m'est arrivé hier. J'ai eu un problème de rupture de canalisation au bas de chez moi, il n'y avait plus d'eau. Plus d'eau, c'est pas de douche, c'est pas faire que les pâtes. J'étais comme un imbécile en me disant merde, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que cette prise de conscience, elle est absolument pas dans la population. Donc, l'étape la plus compliquée, c'est c'est la tristesse d'aujourd'hui, avec tout le respect bien évidemment que je vous dois, c'est de dire il faut parler aux scientifiques, il faut parler aux ingénieurs, il faut relayer des messages complexes, et qu'aucun parti politique se présente devant vous à parler. Aucun politique même qui va raisonner stupidement en disant ouais, je vais pas aller dans un machin qui a 170 ans, c'est sympa, mais on a quand même d'autres choses à faire, et il vaut mieux qu'on aille parler à la télé de je sais pas quoi, comme je vais le faire tout à l'heure, mécaniquement, parce qu'on se dit c'est une audience plus facile à capter. Et ça, c'est un drame. Donc politiquement, le message pour moi, il est de dire il faut remettre la science au centre du jeu. Il faut remettre la science au centre du jeu. Et c'est inaudible par les gens qui considèrent, qui ont perdu leur confiance dans la science. On a un problème de confiance en la science. Mais on a même, c'est pire que ça. On n'a pas un problème de confiance en la science, on a un problème de défiance envers la science. On a même retourné la chaussette parce qu'on l'assimile, la science, au capitalisme. Les grandes recherches de chimie, on dit c'était pour que les hommes du textile puissent faire de la teinture. On oublie que le bleu de guillemets, ça a donné le des guillemets, et ça a donné des grandes recherches dans plein de domaines. On oublie qu'il y a une vraie cohésion sociale par le progrès scientifique, et on le caricature à l'encontre en disant il est responsable. Je dis hier, j'étais la semaine dernière dans la vallée de Yonah, place Purgé, qui me disait, M. Mounet, c'est une catastrophe. On ne trouve plus personne qui travaille dans le plastique. Parce qu'on dit le plastique c'est dégueulasse et on n'en veut plus, et on mélange les emballages plastiques et les plastiques de haute technologie qui eux allègent les voitures, donc les font moins consommer, donc moins bénéfice pour la science, avec les sacs en plastique de chez Carrefour, ou les bouteilles qui viennent, je le rappelle, pour manque d'infrastructure,
pour 80% du sud-est asiatique. Il n'y a pas d'eau. Les gens surconsomment des bouteilles d'eau. C'est très bête. Il n'y a pas d'eau potable. Donc forcément, nous, il y a de l'eau potable. Donc là, notre consommation de bouteilles en plastique en Europe par rapport à ces pays-là, elle est pouillème. Hein. Elle est dans les puissances du train. Mais c'est plastique. Et on mélange tous les plastiques. Alors, le problème de l'image de la science et du rejet de la science par une certaine partie de la population, comment est-ce qu'on peut l'entreprendre? On a construit depuis 2 siècles tout un outillage entre les musées scientifiques, le rôle de tous les organismes professionnels qui souvent vendent leur secteur. Vous parliez de la chimie, ils ont fait d'énormes efforts pour attirer des étudiants, parce que même des étudiants de ma génération, la chimie, c'était pas terrible, quoi. Ça va un petit peu mieux maintenant, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On a un problème est-ce que c'est un problème vraiment international? Est-ce que l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis ont le même problème? C'est un problème international. C'est un problème en tout cas, c'est un problème qui en Europe est une constante, puisque soit on va vers une science applicative, type, je vais appeler volontairement la science de l'industrie, hein, qui est encore très vivace en Allemagne, en Italie du Nord, sur une partie d'Angleterre. Là, on n'est pas dans une science, on n'est pas dans une science de recherche, comme la nôtre, tout simplement parce qu'on a perdu des centaines d'usines en 20 ans en France. On les a fermées, on a fait tout service, etc. Mais c'est quand même un problème général, parce que quand on voit que l'Allemagne et l'Italie du Nord nous piquent énormément nos ingénieurs et nos techniciens, parce qu'ils en manquent, ça veut dire qu'il n'y a pas assez non plus de gens dans ces pays-là qui sont, c'est clair. Alors, je pense que ça c'est un problème. La deuxième, c'est qu'on manque de volonté politique là-dedans. Vous avez raison de souligner les musées industriels, mais c'est moins promu et moins visité, mais du genre dans une échelle de 1 à 100, par rapport aux musées classiques, culturels, qui eux ont une visibilité importante. Moi je ne veux pas faire de compétition, je dis simplement, on visite le musée des arts et métiers, ça peut donner envie à des enfants, ça peut soulever des vocations, et c'est formidable. On visite le musée du Louvre, c'est tout aussi émotionnellement intéressant. De là à devenir Léonard de Vinci, ça fait quand même une marge. Et je pense que ça fait partie du dispositif, en tout cas. Les initiatives des sciences, des musées. Et au Grand Palais récemment. Le Grand Palais, tout ça. Oui, tout ça, mais est-ce qu'on n'a pas conçu ça comme justement comme des musées des Beaux-Arts, au lieu de. Et donc sans notion d'utilité, alors que le fondement de tout ça, c'est la notion d'utilité et d'efficacité. On ne fait pas de progrès technique sans volonté de baisser les coûts ou d'améliorer le produit. Mais vous avez entièrement raison. On l'a conçu justement, on les a mis sous cloche. On a dit regardez, c'est formidable ce qu'on sait faire. Enfin, pour ceux d'entre vous qui avaient déjà été au musée des arts et métiers, demandez, trouver une solution, mais je suis sûr qu'avec votre que vous pouvez faire, allez visiter les réserves. Quand on le fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez des trucs incroyables. Le musée de Polytechnique, récemment, a discuté avec une conférence, on a parlé avec la personne qui l'animait. C'est pareil, il y a des objets scientifiques un peu référents, un peu magiques, de chercheurs. Vous avez raison, ça c'est une discours. Après, il faut avoir un discours scientifique répété, pédagogiquement répété sur la science. On n'a plus. On vous parle des sciences, encore une fois, dans leur aspect pic de l'iceberg, le changement climatique, le machin, le bidule, les glaciers, les trucs. Et dans la réalité, on ne va pas au fond de la problématique scientifique. Vous savez, moi, mes enfants, ils sont très jeunes, j'ai 2 petites filles qui ont 7 et 8 ans, donc vraiment des toutes petites. Et elles adorent l'émission C'est pas sorcier. Voilà. Je pense que les médias traditionnels s'arrêtent à C'est pas sorcier. Puis après, ça devient barbant, la science. Ça devient barbant, ça devient scolaire, ça devient lourdingue. On pourrait créer des dynamiques médias autour de la science, ça me semblerait plus intéressant. Mais même au-delà de ça, il faut que le discours politique. Moi, j'avais proposé, j'ai perdu.
et ça ne se fera pas, en tout cas pas sous cette mandature. Il a proposé qu'une des commissions de l'Assemblée nationale, commission, et non pas office, parce qu'on a l'office, soit une commission scientifique et technologique. Pourquoi? Parce que je voulais que cette commission scientifique et technologique soit rapporteur pour avis dans certaines lois. Qu'est-ce que c'est qu'un rapporteur pour avis? Ça veut dire qu'on a une intervention sur la loi elle-même. Donc on a un pouvoir d'amendement. Pourquoi? Parce que quand vous faites la loi, l'homme sur la mobilité, c'est de la science. Il y a de la science dans la mobilité de demain. Quand vous faites la loi Egalim sur l'alimentation, il y a de la biologie, mais il y a de la science. Quand vous faites la loi sur l'énergie qu'on est en train de préparer, sur l'arrêt des centrales à charbon, la rénovation énergétique, etc. Il y a de la science. Quand vous faites la loi bioéthique, il y a de la science, etc. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous vous rendez compte que dans notre monde moderne, si vous n'avez pas à l'Assemblée nationale des gens qui dépassent le statut d'observateur, ce que fait l'Office, on fait des d'ailleurs, c'est parmi les meilleurs rapports que j'ai jamais eu de ma vie, objectivement, le rapport de On parle de l'Office parlementaire des choses scientifiques et techniques, oui, bien sûr, où d'ailleurs je précise que grâce à Patrice, il y a quelques années déjà, on avait été task force pour une réflexion, une commission d'ailleurs, sur le principe de précaution, le principe d'innovation. Et on précise aussi pour l'auditeur que actuellement c'est Cédric Villani qui est le vice-président. Oui, absolument, absolument. Et avec Longuet comme Longuet, il est au Sénat. Oui, il y a toujours alternement un président. Pour faire simple, monsieur le député, cet office a pour objectif d'être un peu un think tank à la disposition des élus, des députés, des sénateurs. C'est bien ça. Sur des thèmes scientifiques et technologiques. Donc, ils vont sortir un rapport sur, je sais pas moi, le glyphosate, ils vont sortir un. Vous en avez entendu récemment parler. Mais c'est un rapport au même titre que vous pourriez faire le même ici. C'est-à-dire qu'il n'a pas. Il n'a pas voix à devenir une loi, il n'a pas voix à amender une loi. Et moi, j'avais poussé à l'idée qu'on fasse une commission au XXIe siècle, scientifique et technologique. Ça n'a pas été retenu dans les transformations de l'Assemblée nationale, ça viendra peut-être un jour, parce qu'à mon avis, ça viendra forcément. Mais ça mettrait encore une fois en lumière le fait que législateur et scientifique, c'est pas incompatible, par exemple. C'est pas un silo. Vous savez que les Américains avaient quelque chose qui s'appelait l'OTA, l'Office of Technological Assessment, qu'ils ont supprimé. Oui, je sais. Ils ont remplacé par autre chose. Ils ont non, ils l'ont supprimé sous les démocrates. Les démocrates ont fait ça. Non, ils ont un chief. Technology officer, un truc dans le genre, c'est très américain ça. Mais il n'empêche que non. Alors, et la dernière point que je voulais vous dire, et on est au cœur de ça aujourd'hui en Europe, c'est pour ça qu'on se bat pour l'Europe, c'est que tout ça devrait être porté, cette reconstruction de la confiance, par un défi à l'échelle de l'humanité. C'est ma conviction personnelle. Qu'est-ce que c'est qu'un défi à l'échelle de l'humanité? C'est par exemple la conquête spatiale, c'est par exemple qu'est-ce qui se passe au fond des mers, c'est une grande aventure humaine. Parce qu'on s'aperçoit quand même que l'innovation, c'est une réponse à des demandes sociétales. Ce ne sont pas des inventions. L'invention est une offre. L'innovation est une réponse à une demande. Exemple que j'aime bien prendre, c'est toujours le même, que j'ai déjà entendu, c'est la demande sociétale des métropoles du début du XXe siècle, c'était la circulation. Pourquoi? Parce que la seule circulation des biens était les chevaux. Vu la concentration humaine qu'il y avait et la concentration de chevaux, on avait, par exemple, dans toutes les rues de New York en 1895, du crottin de cheval en quantité industrielle, donc des mouches, donc du choléra, donc 20 000 personnes qui mouraient par an du choléra à New York. Donc c'est un problème de santé publique, parce que plus la ville allait grossir, plus le crottin... Et il y a une fameuse conférence qui a eu lieu à New York, dont les conclusions sont: nous n'avons pas de solution. Il y aura 3 mètres de crottin de cheval dans toutes les villes des États-Unis en 1930. Et c'est ce qui est écrit. Mais ce qui est logique, puisque l'innovation de l'automobile n'était pas là. Et contrairement à ce qu'on pense, l'automobile n'a absolument pas été conçue pour les longues distances. Elle a été conçue pour les courtes distances en ville. C'est ça la réponse originelle de l'automobile. Et donc, c'était un défi majeur pour ces métropoles. Alors à l'époque, je ne voudrais pas parler de défi pour l'humanité, mais là, je pense on a besoin, vu la crise, on a besoin de se lancer des défis qui soient vraiment plus à l'échelle d'un pays, au minimum à l'échelle d'un continent,
et pourquoi pas l'essentiel de la planète. Et je pense que c'est cette dynamique qui va permettre de recharger. Alors, il y en a des sordides qui sont arrivés là-dessus. C'était les guerres. La science a été énormément poussée par des défis terribles de conquête. On ne peut pas nier que la science, notamment de tout ce qui est objet volant, identifié ou pas, est née en 1945 ou en 1944, quand on s'était dit les missiles, les V1, les V2, etc. Mais regardez, le phénomène de la NASA est intéressant. Quand John Kennedy, en moins de 10 ans, dit dans 10 ans on mettra un mec sur la Lune, alors que l'ordinateur était conceptuel, hein, c'était à l'époque, je ne me rappellerai pas comment ça marchait, parce que ça marchait avec des boutons poussoirs et des vannes électromécaniques, pas loin, pour refroidir des systèmes qui étaient géantissimes, qui avaient la puissance en gros de la calculatrice en application qui est dans mon iPhone. Donc je pense que là, on aurait besoin politiquement de ça. On a besoin de... Moi j'aimerais... C'est pour ça qu'on a beaucoup décrié dans la République quand il a dit on reconstruit Notre-Dame en 5 ans. C'est vrai que ça paraît complètement un peu abscon dans l'absolu. Ouais, pourquoi il dit ça? C'est encore politique, parce qu'il y a les Olympiques. Non, si je vais dire, mais si les Français se mobilisent autour d'un projet qui est à l'échelle de celui-ci, par contre, d'un pays, voire peut-être même d'une ville, en relevant un défi, ben, ça va être un défi industriel et scientifique. Après, on va débattre, il faut le faire à l'ancienne, pas à l'ancienne, en bleu, en jaune. Mais l'idée, c'est de dire, il nous faut ces défis. Donc moi, je crois qu'en complément des formations, en complément des médias, dans l'enracinement de notre culture scientifique et technique française, avoir des défis qui emmènent me paraît une piste en tout cas. Alors, est-ce que, on continue, est-ce que dans les premières décisions, vous avez vu la silhouette, si je puis dire, à la fois de structure ou de fonction? Par exemple, on avait parlé d'ARPA et d'autres concepts comme ça. Ou est-ce que, en France comme en Europe, pour l'instant, on ne sait faire qu'une chose, c'est faire de la recherche? Je vous répondrai que malheureusement, à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire au bout de 24 mois, l'honnêteté me force à vous dire qu'il n'y a pas eu d'inflexion majeure. Mais l'initiative que j'ai conduite pour le Premier ministre de Territoire d'Industrie, à savoir de réidentifier en gros 150 territoires en France sur lesquels on veut redonner un tissu, un maillage industriel, m'a quand même démontré que la néo-industrie, moi je déteste dire l'industrie 4.0, l'industrie de demain, elle est quand même en souche dans beaucoup d'endroits en France. Et il y a quand même eu ces initiatives de devoir d'État, de soutenir, d'être un tiers de confiance, d'amener des moyens, que ce soit la CDC, que ce soit le plan de compétences, que ce soit la création de CFA, que ce soit des moyens financiers pour aider les entreprises à croître en fonds propres. Il y a quand même une volonté de concentration de moyens sur ce qu'on appelle les territoires d'industrie. Ça, c'est un premier signe qui permet d'avoir un maillage plus complet. Les Américains font la même chose. Oui, voilà, c'est l'approche. Alors après, est-ce que l'arbitrage n'impose pas des règles complexes dans notre pays sur qu'est-ce qu'on fait pour la dépendance, qu'est-ce qu'on fait pour la sécurité sociale, qu'est-ce qu'on fait pour d'autres. Il y a une alchimie un peu complexe sur laquelle les lignes de force ne sont pas encore tirées de façon claire, de mon point de vue, à commencer par, c'est pas moi, je ne suis pas dans l'exécutif, je n'ai pas mon mot à dire, enfin, je recréerai quand même un véritable ministère de l'Industrie en tant que tel. Mais bon, on a un secrétaire d'État, Agnès Pannier-Runacher est une femme remarquable, elle connaît son métier, elle y croit, elle avance, mais elle dépend quand même de Bercy et que donc elle passe par les fourches codines de la technocratie qui fait qu'elle n'a peut-être pas le degré de liberté qu'elle devrait théoriquement, à mon avis, avoir dans une banque. Mais ça, c'est, je le dis en loyauté vis-à-vis du gouvernement, je dis juste que le choix d'arbitrage est complexe. C'est très intéressant toute cette hauteur de vue. Et si on revient à la campagne qui est quand même un peu plus décevante en tant qu'auditeur, d'une façon très générale, toutes listes confondues, et si on fait le lien avec le programme actuel, qu'est-ce que vous voyez comme choses intéressantes qui sont mises en avant par la liste Renaissance la liste Renaissance qui est menée par Madame Nathalie Loiseau? Déjà,
je vous invite vraiment à le lire, parce que c'est fait. pour une fois, ils ont fait un truc bien, ils ont fait un truc simple. Non mais, les programmes politiques, généralement, sont alambiqués. Celui-là, il y a des frontières, etc. Par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le fait de pousser d'une façon volontariste un investissement massif, puisqu'on parle de 1000 milliards d'euros, dans l'écologie au sens générique du terme, me paraît intéressant. Il va falloir le développer. Mais ça, c'est l'axe, à mon avis, pivot de cette proposition de programme. Le deuxième qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre la structuration du Parlement européen. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de groupes dans le Parlement européen. C'est le PPE, vous avez le VSD, pour faire caricatural, l'un est plus libéral, l'autre est plus social, gauche-droite, pour faire simple. Et puis, vous avez en position centrale un certain nombre de groupes, certains complètement isolés avec quelques personnages qui n'ont pas d'impact, puis un groupe qui s'appelle l'ALDE, qui est un groupe libéral et démocrate, qui ressemble dans sa nature à ce niveau droite-gauche que soutient En Marche. La décision qui a été prise par Emmanuel Macron, c'est de dire, nous allons créer un nouveau groupe, non pas en plus, mais en substitution de l'ALDE. Donc l'ALDE s'est dissous. Et l'idée, c'est de faire un groupe élargi, tellement élargi que même le SPD allemand, qui logiquement irait au SD, rejoindrait plutôt ce groupe. Un groupe qu'on va qualifier de progressiste. Moi j'aime bien le mot progressiste, c'est quand même le mot progrès, qui est un des mots quand même de l'ADN scientifique. Et ce groupe pèserait entre 100 et 120 députés. 100, 120, c'est pas la majorité, parce qu'il y a plus de 500 députés. Mais il est ce qu'on appelle le kingmaker. Du coup, personne n'aura la majorité. Et l'arbitrage de ces 100, 120, dans des positions sociales ou dans des positions plus libérales, plus économiques, voire scientifiques, se fera quand même d'une façon importante, enfin jouera d'une façon importante sur les décisions. Et ça, c'est pour transformer l'Europe. Ça, c'est pour transformer l'Europe. Donc ça, c'est la version politique. Sur le sujet purement, j'allais dire, engagement scientifique, les fameux défis dont on parlait, je pense que cette idée de dire on veut positionner l'écologie, c'est-à-dire en gros cet axe de révolution dont on parlait tout à l'heure, avec un budget aussi important, négocié là, cette fois-ci, avec ce fameux groupe central, me paraît assez essentiel. S'il y avait une chose à retenir de ce programme, pour moi, dans le périmètre qui nous intéresse, hein, c'est celui-ci. Après, on peut disserter des heures sur Schengen, sur les migrants, sur mais l'innovation, c'est ça. De toute façon, moi, je ne parle plus de transition énergétique, je parle d'infrastructure écologique. La problématique, ce sont les infrastructures écologiques. Comment, parce qu'on dit infrastructure, on dit tout souvent que c'est une responsabilité régalienne, enfin, de l'État, de façon générique. Donc c'est comment va-t-on mettre en place des systèmes suffisamment structurants, soit qu'on parle d'infrastructure, pour que derrière, les sociétés privées y aillent, quoi. C'est comme ça que je le vois. Donc, et l'Europe doit le dire. Mais cette année, néanmoins, l'Europe, au l'an dernier, sa grande révolution, ça a été de faire une commission, un groupe de doubler sa direction recherche d'une direction innovation. On voit bien comment il fera la différence. Et ensuite, de mettre un fonds à disposition. Oui. Si c'est pour faire de la recherche assez fondamentale, ou en tout cas pré-compétitive, comme on appelle, oui. Si c'est pour faire de la véritable innovation, c'est les hommes qui sont sur le marché qui sont meilleurs pour faire de l'innovation. Alors, oui et non. Oui et non. D'abord, je suis assez d'accord avec vous, ça fait du long, c'est un autre sujet. Et je pense qu'effectivement, la mission d'investissement de l'État et de l'Europe en général, c'est un avis personnel, mais quand même, j'essaie de pousser l'idée. OK pour la deep tech, OK pour, comme vous dites, les fruits pré-compétitifs, avec des aléas très importants, enfin des explorations, quoi. J'ai toujours soutenu ça et je pense que c'est important que l'État soit le régulateur de ça. Et je suis aussi d'accord avec vous sur le phénomène d'innovation. Par contre, je veux dire, adresser vers le privé. Par contre, je pense que si l'État, dans un axe politique, devient un donneur d'ordre pour, par exemple, dire je vais commander 3000 robots, 5000 éoliennes
et des bateaux électriques et des avions électriques. Là, on est dans votre schéma. Parce qu'il va orienter forcément les investisseurs qui vont dire ah là, il y a des marchés potentiels forts. C'est ce que fait la Corée. Hein. La Corée est spécialiste de ça. La Corée, quand ils ont un robot par exemple qui est intéressant, le gouvernement dit je vais en acheter pour mettre dans les EHPAD, dans les écoles, dans les entreprises, je vais en acheter 500. Le fabricant en fabrique 1000, mais il a un coût de revient. Donc, basé sur 1000 robots, il en a déjà 500 vendus, ce qui lui paye plus ou moins son coût initial de moule et de fabrication initiale. Et donc, il travaille ensuite, non pas à taux marginal zéro, mais il travaille avec un taux marginal intéressant pour tester son produit. Donc, il redégage les marges de marketing, il peut le positionner sur le marché, puis après, bah, ça marche pas, c'est ça. Mais à l'origine, c'est l'État qui a dit on veut mettre des robots dans les EHPAD, on veut mettre des robots dans les écoles maternelles, et donc on lance des appels d'offres, on sélectionne des gens, et là on inverse la mécanique. L'État ne finance pas les prototypes et l'innovation en blanc, il finance, il dit moi, si ça sort, je prends le soutien. Et les États-Unis font la même chose pour leurs fusées. Hein. Alors, ils font ça pour les fusées. C'est pour ça que je parlais d'infrastructure écologique. C'est-à-dire que pour moi, si l'État rentre dans une logique où il dit si vous avez une technologie sur l'hydrogène qui tient la route, je veux bien l'essayer dans le cadre de France Expérimentation ou d'Europe Expérimentation, je veux bien l'essayer sur tel ou tel site pour voir si ça marche, ça vaut le coup de se mettre en branle en disant on va financer une mécanique d'ARPA. Alors d'ARPA, ils ont un truc vicieux, ils disent par contre, on vous récupère le truc, mais on récupère tous les brevets, tous les droits, tous les machins. Tout ça, c'est un débat que la loi Pacte résout en partie. Mais dans la logique de dire que ce n'est plus un cinquième plan qui détermine ce qu'on doit faire quand et où, à quelle heure, mais qui donne des directions. Vous savez, moi je crois de plus en plus à la politique de l'encouragement de la part de l'État, le nudge, comme disent les Anglais. C'est-à-dire que je crois plutôt qu'on doit encourager les gens à aller dans une direction, mais on ne doit pas être coercitif à leur imposer ça. Et cette politique d'encouragement, c'est probablement une voie intelligente de l'innovation. Et en posant des questions sur les enjeux sociétaux prioritaires pour le territoire. Comment qu'on appelle, il faut peut-être l'appeler pour le téléphone. Oui. J'ai une question que je pose à mes étudiants. Oula, je ne sais pas si je réponds aux étudiants. Qu'est-ce que ça vous dit, Vané Barbouche? Vané Barbouche. Ben écoutez, voilà, j'ai zéro. Hein. Vané Barbouche. Ça a été le premier conseiller scientifique du président Roosevelt. Ça a été le seul conseiller scientifique. C'est lui qui a mené la bombe atomique. Et c'est lui qui a, dans un texte, comment nous allons penser, qui a inventé le traitement, enfin le texte moderne. Oui, mais regardez. En 1947. Vous me parlez de ce monsieur qui sort quoi? Il sort d'une guerre. Une guerre, c'est un reset. Oui. C'est un reset, mais avec un réservoir de brevets et d'expérimentation d'une brutalité absolue, mais qui est quand même un tampon extraordinaire qu'on va pouvoir appliquer immédiatement. Vous n'avez pas l'industrie allemande dans sa perfection mécanique de l'après-guerre, qui s'est relevée aussi vite, parce que si vous n'avez pas eu l'industrie allemande de la guerre, c'est comme ça. Et donc, d'ailleurs, la première année, c'était pas mal de scientifiques de l'ère nazie ont émigré aux États-Unis pour fonder, puis d'entre eux étant Werner von Braun, avec la montée de l'Allemagne. On l'a pas emmené de force. Non, mais c'est une prise de guerre, c'est la loi de la guerre. Et il était pas malheureux. Hein. Non, il est bien content d'avoir vu Armstrong couper sur la Lune. Il a fini en Floride. Pardon ? Il a fini en Floride, c'est plus sympa que l'Allemagne, même si on mange bien. Voilà. Excusez-moi. Voilà, alors c'est original, c'est moderne, nous avons l'Espagne. Bonjour. Allô ? Bonjour l'Espagne. Alors, c'est pas facile comme exercice pour vous, je mets l'ampli. Monsieur Bonnel est à mes côtés depuis 2000 heures, c'est fort intéressant, beaucoup de hauteur de vue et puis des solutions pratiques. Donc je vous laisse la parole, puisque donc, je préviens que Patrice, voilà, vous me présentez. Voilà. Je me souviens des leçons de vie audacieuses et fraternelles que vous nous donniez à l'époque. Ah, j'étais naïf à l'époque. Hein. Alors, je représente la compagnie nationale des concerts propriétaires industriels, les conseillers en brevet d'invention, Oui. dont j'ai été
des entreprises moyennes, etc., c'est la position qui apparaîtrait dans la guerre économique pour la technologie. Oui. Alors la Chine, c'est la route de la soie, c'est Made in China 2025, vous avez sûrement parlé. Les États-Unis, il suffit de dire le nom de l'anglais, c'est Huawei, ils ont décidé de les contrer dans la 5G. Alors, je découvre ça, et un peu chose assez extraordinaire, que l'Américain crée un fonds d'intervention patriotique qui est le Trusted Capital Marketplace, vous avez regardé ça, qui est une plateforme d'investissement public-privé qui est un peu le pendant de ce que font les Chinois. Et donc, ils donnent des moyens de contrôler la technologie, de lutter contre les acquisitions à travers l'initiative commune. Bon, vous sentez venir mes deux questions, parce que l'un des grands enjeux qu'on a actuellement entre la Chine et les États-Unis, plutôt les États-Unis et la Chine, c'est la propriété intellectuelle. Oui. On a une note d'ailleurs, un sujet qu'on a mis à jour. Vous savez que c'est le sujet que l'administration Trump, mais que l'administration Obama en fait avait déjà commencé à mettre en place. Les démocrates et les républicains sont assez d'accord sur le fond, même si c'est pas de la même façon. C'est bien à cause de la propriété intellectuelle, et ça n'est pas qu'un prétexte, que les États-Unis peuvent protester contre le comportement de la Chine et réagissent. Les deux questions elles sont simples, c'est votre formation, quelles mesures vous préconisez en Europe, quels moyens communs, juridiques, financiers, vous pensez qu'on devrait se battre pour constituer collectivement. Vous savez qu'il y en a un qui est la juridiction initiée des brevets, il a dit un mot, et le brevet unitaire, c'est un projet très ancien qui est quasiment abouti. La France est leader. Nous hébergerions le siège de cette juridiction initiée des brevets, vous savez probablement, et ça bloque à cause de deux choses, le Brexit et une plainte en Allemagne auprès d'un cour constitutionnel allemand. Il faudrait relancer ça. Donc, quelles mesures en matière de brevet, comment faire aboutir la JUB, et puis plus généralement, quels moyens juridiques et financiers mettre pour avoir une action collective plus forte encore sur la recherche, la R&D et l'innovation. Et puis question 2 qui est moins posée, c'est mais comment convaincre nos partenaires. C'est-à-dire qu'évidemment, l'Europe, il faut bien comprendre que c'est pas que la France, c'est les autres. Donc quelle stratégie, quelle tactique, quelle intelligence mettre en place pour que les partenaires nous soutiennent, ou en tout cas pour négocier avec les partenaires une solution qui ne sera pas forcément la nôtre, mais qui nous permet d'avancer. Voilà, ce sont mes deux questions. Eh ben, je vais essayer de faire diligence. J'ai pas été bon sur la dernière question, je vous dis tout de suite. Je ne savais pas qui était M. Vermuche, mais je vais essayer d'être meilleur là. Je vous entends pas très bien. Attendez, je m'approche, vous m'entendez mieux si je fais comme ça? Les moyens partisanaux. Bon, ben là, on est. Je vous prie à nouveau de m'excuser de ne pas être présent. Non, mais il n'y a pas de problème. Alors écoutez, pour votre première question, on vient de voter récemment une loi qui est la loi Pacte, dans laquelle il y a tout un pan de la loi qui est sur les brevets, l'accès aux brevets, la manière, leur qualité On connaît bien ça, on a fait partie des lobbies qui ont permis à ça, et on sait que vous avez des positions positives, on vous en remercie. Voilà, non mais ça c'est pour vous dire Mais que... ça, c'est franco-français. Oui, mais déjà on a considéré, si vous voulez, par rapport à l'accélération dont vous parlez dans certains pays, et la difficulté, le parcours du combattant du brevet qu'on pouvait avoir chez nous, que ça, plus on simplifiait le paysage, plus on encourageait la prise de brevet. La deuxième, c'est il y a une culture du brevet dans certains pays, en volume, la Chine notamment. On a une culture qui est plus traditionnelle chez nous, qui est véritablement d'essayer d'en peser le risque-reward, c'est-à-dire que l'automaticité, notamment des Coréens, des Chinois, sur, en gros, dès qu'on a quelque chose à dire, on pose un brevet, quelle qu'en soit d'ailleurs la valeur de tenue derrière, n'est pas tout à fait dans la même culture que notre territoire à nous, et j'allais dire presque heureusement, parce qu'on engorge beaucoup de choses, et ça ferait des batailles homériques, judiciaires, un peu stériles au bout de la route. Non, vous avez raison, ce que vous dites, c'est que la guerre scientifique, elle se passe bien au niveau de la propriété intellectuelle. Monsieur Trump nous fait une démonstration de
force, mais qui est en fait une preuve de faiblesse sur Huawei et les États-Unis, puisque, en gros, pour protéger un retard technologique avéré américain, il bloque une technologie chinoise sur son territoire. Il prend un risque énorme de forcer Pékin à chercher une voie alternative aux propres technologies qui sont sur le territoire chinois. Je pense notamment aux smartphones d'Apple et en allant plus loin, toute la réflexion sur les terres rares, sur lequel, entre les intérêts que les Chinois ont en Afrique et le contrôle des terres rares qui sont sur leur propre territoire, l'Amérique va certainement se retrouver en approvisionnement, en tout cas ponctuellement, dans des grandes difficultés. Donc ce jeu de radicalité du brevet, à mon avis, n'est pas très intéressant. Mais il nous sert en Europe. Mais il nous sert en Europe pour montrer que, justement, vous n'étiez pas là au début de mon propos, le troisième axe dont j'ai beaucoup parlé, qui était la mondialisation, la mondialisation, nous démontre que la mondialisation heureuse ne marchera que s'il y a des rapports de force scientifiques et technologiques qui sont équilibrés. Et vous avez parlé tout à l'heure du soft power européen. En fait, ce soft power ne suffira pas sur la réalité de la propriété intellectuelle d'un certain nombre de brevets. Donc, il faut, c'est bizarrement ces mouvements, ces alertes que créent actuellement les continents tels que l'Amérique et la Chine, qui peuvent mobiliser l'Europe à bouger. Moi, je reviens d'un tour européen dans le cadre de la campagne, avec pour le moment pas du tout de cohésion sur les grands enjeux. Donc c'est un travail diplomatique, mais les craintes autour nous aident. Moi je dis aujourd'hui, il ne faut pas simplement dire il faudrait le faire, ça serait bien, ça serait cool, mais dire regardez quand on ne le fait pas, regardez-en les conséquences. Et là aujourd'hui l'arbitrage il est clair. Qu'est-ce qu'on va faire nous avec Huawei par exemple? Qu'est-ce qu'on va faire avec Huawei? Moi je soutiens, je caricature même mon geste, c'est pour ça que je me fais taxer d'être la solde des lobbies chinois, mais je soutiens qu'il faut absolument, au contraire, qu'on adopte rapidement les technologies 5G les plus puissantes du monde pour accélérer justement les brevets dans ces domaines-là. Et donc reprendre de l'avance. Voilà. En tout cas, nous, on vous soutient sur ces sujets-là. Je serai un peu moins angélique que vous sur la Chine, parce que j'ai un bureau en Chine, et j'y suis depuis plus de 10 ans. Et la position américaine n'est qu'un jour du berger à la bergère, parce qu'on sait pas, les Chinois ont bloqué. Oui. Ont bloqué un certain nombre d'acquisitions chez eux. Et moi, je crois aussi qu'il y a une manière un peu forte, je suis absolument pas trumpiste, mais je crois qu'il faut aussi poser des actes, et je pense que c'est deux sujets différents. Regardez, ils ont bloqué Google, comme vous dites, et ils ont bloqué un certain nombre d'autres choses, mais ils ont développé à côté des technologies qui sont tout aussi performantes. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est deux choses différentes. Qu'il y ait une guerre commerciale, moi je trouve que malheureusement, dans le système dans lequel nous vivons, c'est entre guillemets de bonne guerre, c'est tant qu'il y a de bonne guerre. Qu'il y ait une guerre dans une idée de ralentir le progrès scientifique pour redonner des espaces, fermer des marchés importants, pour pouvoir finalement dénormaliser cette mondialisation, ça me paraît plus sérieux, et l'Europe là-dedans a intérêt de s'organiser parce que les batailles sont continentales. Donc qu'est-ce qu'on fait nous en Europe? Soit on lance avec Ericsson et Nokia un plan 5G ambitieux financé par tous les États et on accélère le développement et tout. Je pense que c'est pas réaliste parce qu'on est quand même dans un système privé sur lequel l'intervention des États est complexe. Soit on est quand même obligé d'adopter la meilleure technologie pour rattraper, pour faire un saut quantique aux technologies qu'on développe actuellement chez nous. Et j'ai pas du tout d'angélisme, c'est au contraire du pragmatisme absolu. C'est si les Américains ne veulent pas de Huawei parce que la 5G, la leur, est moins performante que celle de Huawei, prenons l'outil le plus performant et inventons la 6G, mais en attendant, déposons les brevets sur la 5G. C'est ça mon approche. Écoutez, en tout cas, merci une fois dans vos opinions. Ce que je veux dire, c'est vous êtes un entrepreneur, vous êtes aussi un concret. Il existe une convention qui a été signée, qui est celle de la juridiction des brevets militaires. On a mis 20 ans à la signer, à ratifier. On est prêt à vous aider si votre formation
toute la industrie. Si c'est un sujet qui vous intéresse vous personnellement, si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre formation, on a déjà un certain nombre de contacts, on vous enverra des éléments, on passera le temps qu'il faut. Donc sur le premier sujet concret, il faudrait qu'on avance, parce que ça Oui, c'est une bonne idée. un domaine unique. Et par ailleurs, la compagnie soutient toutes les actions que le collectif a faites sur l'Europe de l'innovation, le fonctionnement, l'entrepreneuriat, et donc des mesures concrètes qu'on pourrait proposer. L'idée de la France est reconnue pour être à l'initiative depuis quelque temps, c'est ce qu'on dit, même les Allemands sont obligés de parler de nos propositions, mais c'est n'empêche pas toujours. Continuer à faire ces propositions, nous on soutient le collectif pour que ces propositions concrètes aillent dans le sens de ce qu'on a proposé. Eh bien, écoutez, on soutiendra ces actions. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Merci Patrice, à bientôt. Alors, bon, un mot de conclusion, ou Patrice, tu veux reposer d'autres questions? Vous voulez intervenir? une question? Je voudrais juste oui, public, pardon. Rebondir justement sur la dernière intervention qu'on a eue de la personne en ligne là. Au début de votre discours, vous parliez de l'aide que les politiques pouvaient apporter aux scientifiques. Et moi, je voudrais rebondir justement sur sa dernière intervention, sur l'aide que les ingénieurs et scientifiques en général peuvent apporter aux politiques, parce que on voit toujours l'aide dans le mauvais sens, à mon avis. Parce que nous, on a plein de propositions, on a des travaux qu'on a présentés sur plein de sujets. Et souvent, le politique a tendance à, travailler un peu en circuit fermé et ne pas forcément faire appel aux gens qui ne sont pas forcément... Enfin, s'il y a bien une catégorie de la population qui est, relativement désintéressée, relativement prête à travailler pour la gloire de faire progresser l'humanité, si je puis dire, c'est bien les ingénieurs et scientifiques. Et il y a des tas de propositions où on peut venir, nous, en support de ce que vous disiez sur le diesel tout à l'heure. Le discours de certains a du mal à s'appuyer sur des vérités scientifiques. Or, nous, on les a, les vérités scientifiques, on a possibilité de parler de tout ça, et il ne faut pas non plus hésiter à ce que les politiques fassent appel à la communauté des ingénieurs et scientifiques pour ce... Non, mais c'était tout le monde. Là, je suis vraiment désolé, je me harcèle là, tout à l'heure, depuis un quart d'heure. Je vais faire une télé, là, parce qu'ils ont peur que j'arrive en retard. Non seulement je crois à ce que vous dites, mais je le soutiens, et si vous avez parlé de la commission scientifique et technologique, c'est que j'en suis persuadé. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Le monde scientifique et le monde politique, ils ont coexisté depuis, en gros, la fin de la guerre, dans un inceste ambigu qui était X, Mines, ENA, et je critique personne, parce que ce sont des grandes écoles, avec des grands chercheurs, avec des ingénieurs remarquables, mais dans un mix complexe d'idéologies qui était quelle science on met au service de quel État, dans quelle politique. Et j'en veux, ce n'est pas un jugement de valeur, c'était juste une réalité. Les bouleversements technologiques que nous avons maintenant ne correspondent plus à ça, c'est tout. Donc il faut changer ce rapport. Il faut juste le changer. Ça veut dire que, vous le savez mieux que personne, les grandes directions de grands corps d'État étaient faites par des ingénieurs de très bon niveau. C'est pas un mensonge de dire ça. Souvent on disait, tiens, telle entreprise du CAC 40 est dirigée par un X-Mine, ou par un Central Paris, et dans la réalité, il avait une mission politique dans cette entreprise. Il n'avait plus une mission scientifique. Mais il recevait les messages de choix et d'arbitrage dans son organisation politique par rapport à sa culture d'ingénieur. Et aujourd'hui, moi je suis ingénieur 1981, vous voyez, donc bien longtemps, évidemment que ce que savent les ingénieurs qui sortent d'école aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que j'ai appris. Je peux intuiter des choses, mais ils ont à m'apporter beaucoup. C'est pour ça que je veux, par exemple, on revient souvent par du glyphosate, ce que j'ai appris en biochimie il y a 40 ans n'a aucune valeur par rapport au choix que je devrais faire. On a besoin, mais c'est plus un changement de ce rapport du politique et du scientifique que j'appelle de mes voeux,
parce que je suis persuadé, ça sera mon mot de conclusion, que les problèmes sociétaux auxquels nous faisons face sont d'une telle complexité que c'est que des ruptures scientifiques qui nous permettront d'en sortir. Ce ne sont pas des volontés politiques, ce sont des ruptures scientifiques. On règle le problème de l'énergie, on a réglé 80% du problème de l'écologie aujourd'hui dans le monde. Donc ça veut dire qu'il faut s'y mettre à mort. Et le problème de l'énergie est d'une complexité que je ne vais pas vous décrire ici, qui va dans tous les sens. Moi j'ai vu des gens étudier des ordinateurs à base de bactéries pour optimiser les transferts électroniques. Il y a des gens qui travaillent sur la fusion, il y a d'autres gens qui travaillent sur l'optimisation des panneaux solaires, il y a des gens qui travaillent sur comment on capte de l'énergie spatiale. Enfin, sky is the limit, c'est le cas de dire, pour la problématique énergétique. Et là, il faut y aller. Il faut y aller comme des brutes. Et pour les générations futures. Donc il faut avoir une optique de temps long, donc il faut être optimiste dans un monde qui se recroqueville, dans un pessimisme et une défiance scientifique. On ne va pas retourner à l'âge de pierre, on va faire confiance à nos scientifiques. C'est ça le message. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Bruno. Et